Lily Reynaud de War. C'est ça. C'est bien un W. C'est Lily Reynaud de War. Oui. Ouais. De War, qu'est-ce que c'est comme... C'est un nom écossais. Ah, d'accord. Et je peux même vous faire une confidence, c'est le nom de mon ex-mari. Ah, d'accord. Mais que je lui ai volé lorsque nous nous sommes séparés. J'ai gardé un certain nombre de choses. J'ai gardé son nom. Ça vous plaisait? J'aime bien voler un peu des fois. D'ailleurs, comme ici, il y a un peu des choses volées. Bon, on veut bien faire connaissance avec vous parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup ici. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Canada, sur la côte ouest, oui, pour votre travail? C'est la première fois que je viens au Canada, d'ailleurs. Bon, je suis allée voir les chutes du Niagara cet été, mais c'était très rapide. Et mais jamais pour le travail? Non, je ne suis jamais venue ici pour... Je crois que j'ai déjà exposé ici, à Montréal, hein, il y a quelques années. Ah. Mais je n'avais pas pu venir, donc c'est une première fois. Et puis c'est bien parce que j'ai beaucoup de temps. J'aime beaucoup Vancouver. Expliquez-nous un tout petit peu ce que vous faites. On vous connaît comme sculptrice, plasticienne, vous faites des performances, vous faites beaucoup de choses, mais je pense que vous aimez d'éviter justement les cases et les définitions et de vous sentir un petit peu coincé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup répéter. Dans mon travail, il y a beaucoup de répétitions, de choses que je prends de projets précédents, que je ramène dans des projets suivants. Donc il y a des cycles un petit peu comme ça. Ce qui revient souvent, ce sont ces vidéos dont on a parlé, qui sont des vidéos de danse. Je danse nue dans différents espaces d'exposition ou dans mes ateliers, qui incorporent différents mouvements, des mouvements de danse que j'emprunte à une certaine danseuse très particulière, mais oui, aussi qui s'appelle Joséphine Baker, qui a beaucoup vécu en France, mais qui est américaine. Et puis, mais j'incorpore aussi des mouvements de ma vie d'artiste, ou de ma vie quotidienne, ou de ma vie en tant qu'artiste aujourd'hui. Donc c'est un mélange comme ça des deux. Ce qui revient aussi fréquemment, je pense, c'est le texte, ou une espèce de manière de vouloir transférer le texte littéralement dans l'expo. D'autres choses reviennent, qui sont aussi ces projets un peu que j'ai fait avec des étudiants régulièrement. Donc à Genève, j'enseigne dans ma chambre d'hôtel et j'ai fait plusieurs projets où on essaye de transférer ce qu'on fait dans cette chambre d'hôtel dans l'espace public de l'exposition avec les étudiants. Donc ça, c'est des choses que je peux réutiliser assez fréquemment, en fait, des situations. Voilà, après, c'est vrai que je fais des sculptures, je fais des vidéos, mais je ne sais pas si ça raconte vraiment le travail. Pour moi, la question de médium n'est pas forcément importante ou intéressante. C'est toujours un projet qui m'intéresse. Et quand je disais aussi que je répète beaucoup, c'est que, par exemple, ce projet que vous voyez ici, cette exposition, s'appelle My Epidemic. Et c'est un épisode, entre guillemets, pas un épisode, mais c'est une, disons, version d'autres projets qui s'appellent My Epidemic, qui ont tous un contexte particulier. Donc j'ai fait un livre qui s'appelait My Epidemic, qui est sorti récemment. Une autre exposition, l'œuvre que j'ai présentée à Venise s'appelait aussi My Epidemic. J'ai présenté une série de foulards avec des textes justement sur cette question de l'épidémie du sida au mois de mars dernier. Donc c'est des cycles en fait. Et dans les cycles, évidemment, il y a des préoccupations communes et des versions ou des manières de les adresser très différentes. D'abord, vous avez parlé de la répétition. Vous aimez la répétition. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette forme-là qui vous branche comme artiste? Moi, ce qui m'intéresse, je pense, le plus à travers ça, c'est l'idée peut-être que le sens initial d'un projet, d'une idée, d'une exposition, d'une forme, d'une œuvre, puisse aussi s'épuiser un peu à travers la répétition, c'est-à-dire se dégrader, devenir un peu trouble. Et c'est à ce moment-là que ça m'intéresse. C'est-à-dire quand les intentions initiales vont en quelque sorte être brouillées par cet effort de répétition. Parce qu'à chaque répétition, un nouvel élément va venir perturber, disons, la donne initiale. Et c'est ce processus qui m'intéresse, qui est un processus en fait de dégradation et un peu de perte du sens, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je recherche à travers cette histoire de répétition. Et la danse, quel est votre rapport à la danse? D'abord, vous dansez merveilleusement bien. Est-ce que vous avez déjà fait de la danse? Oui, j'ai fait beaucoup de danse. Ah, ça se voit. Oui, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite, enfin de l'âge de 6 ans jusqu'à 17-18 ans à peu près. Donc j'étais dans une classe spécialisée. J'allais à l'école le matin et j'allais faire de la danse l'après-midi. Ça pendant 5-6 ans.
Et puis oui, sinon j'ai fait de la danse pendant une dizaine d'années. Donc ça a un peu, je pense, influencé des choses dans mon travail. Mais assez tard, je me suis servi de ça assez tard. Parce que, bon, évidemment, je produis ou je fais, la performance, c'est une partie de mon travail depuis le début de mon travail. Ma toute première exposition, c'était une performance, à la Zoo Galerie, à Nantes d'ailleurs. Mais je ne faisais pas de performance moi-même. J'ai toujours dirigé des performeurs, en quelque sorte, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, où j'ai commencé à produire ces séries de vidéos de danse. Voilà. Et qui sont, pour moi, toujours des performances, même si elles n'ont pas lieu vraiment en public. Elles ont lieu... mais ça reste de l'ordre vraiment de la performance, oui. Est-ce que c'est une façon de vous approprier le lieu avant qu'il devienne un lieu d'exposition? Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Est-ce que c'est une façon aussi de dire autre chose que vous ne dites pas dans l'exposition? Est-ce que ça a quelque chose de complémentaire? Est-ce que c'est une façon de vous exprimer? Je ne sais pas. Alors, c'est une manière en effet de m'approprier complètement le lieu, mais pas nécessairement avant l'exposition, parce qu'il m'arrive des fois de filmer après que l'exposition a été ouverte. Mais en effet, c'est aussi peut-être une manière de m'approprier aussi une certaine, disons une histoire. Je dis c'est une sorte d'histoire subjective des expositions d'une époque. C'est-à-dire, j'essaye de filmer ce genre de vidéos, donc je pense aussi peuvent être assez drôles dans un sens. Mais j'essaye de le faire assez systématiquement chaque fois que je fais une exposition. Et j'aimerais le faire jusqu'à ce que je fasse, enfin jusqu'à ce que tout le temps où je ferai des expositions, disons dans ma vie ou dans ma carrière d'artiste. Donc j'imagine que ça produira aussi une autre forme d'archive, une autre manière de documenter ce qui se passe dans ces lieux. Et à travers voilà, l'art qui est montré à une époque, je pense que c'est une chose aussi qui m'intéresse de produire une autre forme peut-être. J'aime pas trop l'idée d'archive en fait, ça m'intéresse pas tellement. Comme je dis d'ailleurs souvent, je fais pas de recherche, je lis des livres. Donc c'est pas la même chose. Et l'archive, c'est pareil, j'ai pas un rapport très émotionnel ou particulier à l'archive. Mais évidemment, c'est vrai que ces vidéos me montrent en train de danser, mais montrent aussi des œuvres d'autres artistes, montrent des lieux en train de construire des expositions, montrent parfois aussi l'abondance de communication qui existe dans certains lieux. Enfin voilà, c'est un témoignage, je pense, de quelque chose, d'un contexte. C'est intéressant parce que vous êtes toujours comme un peu sur la clôture. Vous ne voulez pas dans l'éphémérité, dans l'instant présent, mais en même temps, il y a tout ce travail de répétition, donc qui ramène les choses dans le travail. Non, ce n'est pas des archives, mais en même temps, vous construisez quelque chose qu'on peut revoir, etc. Vous êtes toujours cette... D'ailleurs, dans la danse, on voit ça aussi, hein, dans les lignes qui viennent et qui disparaissent et tout. J'aime bien cette idée d'être sur la clôture, je trouve ça bien. Ça m'intéresse. Aussi peut-être, en effet, pour... Je pense qu'un artiste travaille à la fois pour pour témoigner d'une position très forte. Je pense que c'est important. Et en même temps, je crois que dans l'art, il y a une espèce d'espace qui permet peut-être que les choses soient adressées de façon plus ambiguë ou pas nécessairement énigmatique, parce que dans énigmatique, il y a presque l'idée d'une espèce de mystère qui fétichiserait quelque chose, mais il me semble en effet que c'est un endroit où les choses peuvent être adressées de façon très claire et en même temps, on n'est pas non plus dans l'espace du langage, on n'est pas dans l'espace, disons, politique de la même manière que l'espace politique est partagé, on va dire, dans un espace social, médiatique. Donc c'est vrai que c'est des endroits où de toute façon on est sur la clôture en fait, il me semble. Donc moi c'est ce que je recherche, puis j'ai aussi pas forcément envie de jouer toutes mes cartes en quelque sorte, de tout, je suis sûre de tout donner. Oui, il y a quelques arts, ces jokers qui se sont bien cachés dans la manche, on sent ça. Mais en fait, quand vous êtes dans la danse, là aussi, c'est un rapport très différent parce que c'est un rapport au corps, c'est un rapport à l'espace, c'est un rapport architectural, mais pour danser comme vous dansez, il faut vraiment être dans l'émotion ou c'est dans le moment. C'est tout à fait différent que l'écriture ou que l'installation. C'est vrai. Mais en même temps, je dirais que ma danse vient à la fois donc d'une imitation que je veux extrêmement respectueuse. Parce qu'on m'a posé récemment cette question, si c'était une forme de moquerie. Alors, évidemment, pas du tout.
Mais je pense que c'est peut-être aussi une idée qui est associée peut-être à l'imitation et peut-être en effet au fait que je sais que mon imitation ne pourra pas être non plus la plus fidèle. J'ai pas le même corps que cette danseuse. Je danse pas dans le même moment, dans la même époque, dans les mêmes lieux. Donc forcément, il y a aussi une sorte de dégénérescence en fait du modèle. Et par conséquent, j'ai aussi un rapport un peu parodique à moi-même dans mon échec à restituer cette danse. Et puis, de toute façon, oui, je pense aussi que j'essaye, justement, c'est pour ça que j'intègre. Je commence à me copier un peu moi-même aussi, ce qui est assez marrant. Mais donc, j'intègre aussi des moments où on me voit, je suis pas en train de danser, je suis en train de téléphoner, je suis en train de marcher dans l'espace, m'étirer, rajuster quelque chose. Voilà, donc il y a aussi toutes ces choses-là qui témoignent du fait qu'on est dans un passage. J'essaye pas... Justement, je pense que ce serait une imitation, disons, peut-être beaucoup plus problématique si j'essayais vraiment de reproduire une chorégraphie dans son intégralité et vraiment comme une imitation pure. Bon, après, ce qui est intéressant dans la danse telle que moi je l'ai pratiquée, donc le ballet, on va dire, on imite aussi beaucoup en quelque sorte, puisque je me souviens que très souvent on nous montrait des vidéos, soit de ballet, soit de chorégraphie qu'on devait apprendre pour tout simplement travailler. On les regardait en vidéo et ensuite on les répétait devant le miroir. Donc il y a vraiment un rapport. Je pense que j'ai appris à travailler de cette façon. Et c'est très important pour moi, en fait, cette idée, comment restituer le mouvement. Et évidemment que dans cette imitation, de toute façon, le corps étant différent, le contexte étant différent, tout va évoluer et changer. Donc, et la manière dont j'essaye de répéter Baker, c'est aussi en décomposant un peu de façon analytique, en fait, ce qu'elle a apporté à la danse, peut-être, ou au corps, enfin, une vision du corps féminin. C'est-à-dire que je ne reprends pas l'intégralité d'une de ces chorégraphies, mais je la découpe en différents mouvements. Après, le montage aussi, au montage vidéo, je redécoupe encore. Donc, je répète parfois même un seul mouvement qui lui-même est part d'une beaucoup plus grande chorégraphie, de nombreuses fois. Et voilà, en fait, j'essaye aussi de penser à ça de façon assez conceptuelle, en fait, d'une certaine façon. Oui. Mais justement, pourquoi Joséphine Baker? Qu'est-ce qu'elle a... Alors, bon, je pense que j'aime l'idée peut-être que, je pense qu'elle a apporté énormément de choses à la danse. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, c'est vrai que peut-être j'ai été un peu, entre guillemets, traumatisée par le ballet. Voilà, on apprend des Gisèle. Bon, peut-être le plus contemporain, c'est Maurice Béjart. Donc, c'est un rapport très particulier à la scène. Ce qui m'intéresse dans le rapport de Baker à la scène, c'est qu'on est évidemment plutôt dans l'univers du cabaret, du film aussi. Elle a participé à beaucoup de films. Et évidemment, c'est aussi une figure, je pense, moi je la vois comme une figure, elle est vue aussi parfois comme une figure presque problématique, puisqu'elle est cette femme noire, objectifiée par aussi un regard très particulier, qui était celui de la France à l'époque, qui était aussi d'une forme d'appropriation. Par des artistes comme des artistes d'avant-garde, comme Picasso, etc. Donc, de rapports d'appropriation de formes d'art non occidentales, on va dire. Donc, elle s'inscrit dans ce moment-là, avec lequel je pense qu'il faut rester assez critique et en même temps lucide. Et je pense qu'elle renvoie, c'est quelqu'un aussi qui a une histoire politique très intéressante, Baker, puisqu'elle est partie des États-Unis parce qu'elle ne voulait plus... disons, être une danseuse dans ces spectacles ségrégés, hein, entre guillemets, où il y avait, voilà, c'était pas mixte. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'elle a refusé. Elle est venue en France pour ça. Et là, je pense qu'elle a réussi à conquérir quelque chose d'extrêmement différent. Et je pense, moi, je ne la vois pas comme une femme objectifiée, mais au contraire comme une femme qui retourne ce désir ambigu, peut-être éventuellement même qui exprime une certaine forme de racisme, le désir pour son corps, pour ce qu'elle représente, qui le retourne contre son spectateur. Et je pense que c'est un geste extrêmement fort qu'elle fait. Après, il y a aussi d'autres choses dans sa biographie qui m'intéressent énormément, qui sont le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas
procréé, mais elle a eu beaucoup d'enfants qu'elle a adoptés. Oui. Il y a toute une histoire aussi avec ce château qu'elle a habité, dont elle a été expulsée. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qui sont, je trouve, passionnantes. Et aussi le fait que un des derniers spectacles que Baker a fait, qui aussi qu'elle faisait vraiment pour gagner de l'argent pour sa grande famille, parce que je crois qu'elle avait 8 ou 9 ou 10 enfants adoptés, et pour aussi entretenir son château. Donc elle était obligée vraiment de tourner. Donc ça, je trouve aussi très particulier, cette vision de l'artiste qui en fait doit se performer en fait pour vivre et pour faire vivre ceux qui dépendent de lui ou d'elle. Et c'est un spectacle dans lequel elle répète en fait tous ses précédents spectacles. Donc et elle est assez âgée en plus quand elle fait ça. Donc là aussi, on est dans un cas de répétition que je trouve très fascinant. Voilà. Donc il y a des couches, hein? Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi reconsidérer, en tout cas Joséphine Baker, au-delà de cette vision de la femme qui danse avec sa ceinture de banane. Elle est beaucoup plus que ça. Alors ici, justement, parlez-moi de ce que vous avez voulu faire ici pour votre épidémique. Pourquoi My Epidemic? Pouvez-vous juste nous dire ça un petit peu, My Epidemic? D'abord, c'est en anglais. Vous utilisez beaucoup l'anglais. Et puis, qu'est-ce que vous avez voulu faire ici? Alors, My Epidemic, c'est vrai que c'est un peu c'est un titre un peu ambigu, puisque je crois que dans cette série, en tout cas d'œuvres, j'essaye de comprendre a posteriori des choses que j'ai compris à l'époque de la crise du sida, hein, qui sont donc les années 80 plutôt et jusqu'au milieu des années 90. Après, on ne parle plus vraiment de crise du sida, même si le problème n'est absolument pas réglé, mais c'est un autre vocabulaire, on va dire, qui s'applique. Et donc, je pense que je suis partie en partie de mes souvenirs de cette période. Donc, moi, j'avais 14-15 ans. En 89, j'avais 14 ans. Et j'ai voulu peut-être transférer, parce que j'utilise beaucoup de choses qui viennent justement du sens du collectif. Et de toute façon, l'épidémie, par définition, est une chose collective. Et donc, j'ai voulu réadresser un peu ces questions, y repenser à ce qui avait été fait à l'époque aussi par les artistes, par les mouvements activistes, mais aussi par des positions très individuelles. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tout d'un coup, à travers la crise du sida, l'activisme politique va engager aussi des questions extrêmement personnelles et intimes. Et ça, c'est très particulier, je pense, à la question de l'épidémie du sida, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre réellement privé, intime, la sexualité, et, l'amitié amoureuse, les relations, devient public et collectif. Donc je trouvais ça, de jouer du coup sur une épidémie qui est nécessairement collective et de me le réapproprier en disant « my », c'était aussi une manière de penser à ce que moi j'avais évidemment compris, vécu et que je pouvais a posteriori recomprendre et revivre. Et puis oui, c'est une manière un petit peu de jouer sur ça, parce que finalement peut-être politiquement c'est très ambigu de dire « my epidemic », sachant que ce dont je parle c'est d'une chose qui a été partagée, qui a circulé. Et je ne parle pas seulement de l'épidémie, mais je parle aussi d'une épidémie entre guillemets positive, qui a été l'épidémie de production de textes, de production d'activisme politique, de production d'œuvres et de production d'une pensée qui répondait à cette crise. Voilà. Bon, toujours sur la sida. Et ici? Alors ici, c'est un chapitre, on va dire. Alors tout à l'heure j'ai dit épisode, j'aime ni chapitre ni épisode, mais c'est pas grave, de My Epidemic. Il faudrait inventer un mot là. Où réellement là, alors je sais pas, je veux pas du tout pousser les métaphores, mais je me suis un peu laissée contaminer par le travail qu'un autre artiste a fait sur cette question. En fait, lorsque j'ai préparé la pièce que j'ai présentée à la Biennale de Venise, qui est un opéra dont j'ai écrit le livret, mon petit ami a écrit la musique et mes étudiants l'ont chanté avec moi. Et c'est un opéra qui retranscrit aussi un des débats sur la question du sida, sur la question justement de la liberté de se protéger ou ne pas se protéger contre le virus, qui était une sorte de question idéologique fondamentale de cette époque et qui est toujours valide aujourd'hui. Mais on a également, avec mes étudiants, pendant les 6 mois qui ont précédé l'ouverture de la Biennale, on a travaillé sur justement un certain nombre de textes, plutôt écrits, pas justement dans les années 80, mais au milieu des années 90, qui adressent cette question justement de la responsabilité, du choix
des décisions intimes qui tout d'un coup deviennent cruciales dans cette idée de contamination, de partage, de relation. Une chose qu'il faut que je dise quand même qui est très importante, c'est que je pense que cette histoire du sida, beaucoup de gens m'ont dit « Ah oui, mais aujourd'hui, c'est plus un problème ». Bon, déjà, c'est totalement faux, parce qu'il y a un nombre de contaminations qui est très important, mais c'est surtout que, pour moi, c'est plutôt une crise et une histoire des relations. Et en ce sens, je pense que c'est très intéressant de se repencher là-dessus, parce que c'est quelque chose qui parle de la liberté et de la liberté de s'associer aux autres intimement, de partager des choses qui peuvent être aussi bien des fluides corporels que des idées, etc. Donc pour moi, ça fonctionne, même au-delà d'un mode métaphorique, c'est quelque chose de vraiment très important. Voilà. Mais donc on a lu beaucoup de textes ensemble avec mes étudiants dans cette situation que je crée avec eux, où on se retrouve et on lit des textes et voilà, tout simplement on en parle. Et j'ai par hasard acheté dans une librairie à Paris, une librairie de très bons amis qui s'appelle Section 7 Books, ou Section 7, un catalogue de l'artiste norvégien Bjarne Melgaard, dans lequel il reproduit un séminaire qu'il a donné lui aussi à Venise, 4 ans avant que je donne le mien, entre guillemets, et qui concerne cette question du sida et de l'épidémie aujourd'hui. Et j'ai eu accès simplement au titre des différentes sessions du séminaire, toute la bibliographie et la filmographie, donc qui sont reproduites dans ce catalogue, donc qui sont en quelque sorte accessibles à tous. Et j'ai essayé en m'emparant uniquement de ça, de comprendre quelles idées il avait essayé de développer dans ce séminaire, c'est-à-dire en lisant tous les livres de la bibliographie, etc., etc. Et le jeu est évidemment aussi de questionner comment est-ce que je peux incarner sa pensée, ou la réincarner. Voilà, c'est ça un peu le travail que j'ai essayé de faire ici. Évidemment, je pense aussi que Bjarne Melgaard est un artiste qui a un travail très identifiable, on va dire visuellement, un style extrêmement particulier. C'est un artiste que je respecte beaucoup. Et j'ai pas du tout voulu m'approprier cette partie de son travail, c'est-à-dire, disons, les choses les plus visuelles, mais plutôt une partie de sa pensée exprimée à travers ce séminaire, et peut-être de son personnage public, puisque pour donner ce cours aux étudiants ici, que j'ai repris, je m'habille en Bjarne Melgaard, donc tel que je l'ai vu en photo dans différents contextes. Et s'habiller en blanc ? Non, alors là, non, je ne suis pas du tout en Bjarne Melgaard. Donc c'est cet aller-retour, comme un peu dans les vidéos d'ailleurs, de danse où je navigue entre peut-être Baker et beaucoup moi. Et donc là c'est moi. Mais pour donner le cours à mes étudiants, en effet, je suis habillée, j'ai un costume gris, une casquette, et voilà. Enfin, bon, j'essaye, quoi, mais ce n'est pas du tout ressemblant, hélas. Alors, comme moi et Joséphine, quoi. Alors, les textes que l'on voit, ce sont vos textes ou ce sont des textes des deux? Il y a des textes Alors, ce sont des textes, et des textes que vous avez écrits? Non, ce sont vraiment des textes qui sont extraits des différents livres qui constituent la bibliographie du séminaire. Donc, que j'ai choisi. Évidemment, j'ai choisi des extraits qui me semblaient intéressants. Voilà. C'est ni mes textes, ni ceux de Melgaard. C'est vraiment des textes des auteurs qu'il a réunis pour ce séminaire. D'accord. Et là, vous avez des coussins disposés en cercle. Est-ce que c'est un peu cette discussion avec vos étudiants ou est-ce que c'est un peu reprendre un peu quand on partage des idées? Là, oui, en tout cas, c'est là qu'on travaille. Donc, on est couché sur ces coussins. L'idée était qu'on puisse travailler directement dans la galerie. On va aussi, à partir de vendredi, commencer à travailler sur une série de posters qu'on va produire vraiment dans la galerie, et l'idée étant que tous ces posters vont se répandre un peu partout et envahir complètement le sol de cette galerie. Donc après, je ne sais pas si les gens vont marcher dessus, les emmener, ça je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc ça, c'est la pièce qu'on va réaliser collectivement avec les étudiants. Les étudiants de Vancouver. De Vancouver, de ici. SFU, voilà, Simon Fraser University. Et puis, ces coussins, c'est un peu... C'est-à-dire que je ne voulais pas une salle de classe, vraiment. Je ne voulais pas qu'on soit assis sur des chaises. Il y a un peu cette idée, oui, qu'on est presque à moitié allongé, que voilà, il y a une autre attitude, disons, qui peut être créée à travers ça. Voilà.
Et il y a des rideaux, donc, sur lesquels on retrouve les textes qui sont rouges, et les textes sont en rouge sur fond blanc. Donc, le blanc, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, j'imagine, Oui. aussi, qui reprend la notion du sang, des fluides, etc. Et il y a aussi des éléments, bon, comme des mannequins, un qui a un veston, un autre, je ne sais pas trop quoi. Ce que c'est. Est-ce que c'est le personnage Exactement. Ça, c'est le costume que donc, quand je viens dans la galerie le vendredi et le samedi pour enseigner ce séminaire aux étudiants, je mets ce costume. Très donc, bien. il est, voilà, Donc, là, c'est ça. Et vous avez 2 vidéos. Oui, tout à fait. Comme vous le faites dans d'autres expositions, où là, on vous voit justement danser dans l'espace, avant, pendant, peut-être après. Alors là, c'est la première fois, bon, c'est un peu anecdotique peut-être, mais pas tant que ça, c'est la première fois que je danse avec des vêtements, puisque j'enlève. Oui. J'enlève et je mets et je remets les vêtements, donc mon costume de professeur. Pendant la vidéo de danse, donc dans laquelle évidemment j'évolue un peu comme d'habitude dans l'espace, on voit aussi différents stades, disons, de développement de l'exposition elle-même, parce qu'au départ le lieu est complètement vide, il y a aussi différentes choses, des socles, des échelles, enfin des choses qui sont plus d'ordre pratique pendant le temps d'installation. Et qui deviennent des props. Oui, qui deviennent complètement des props, que j'utilise. Il y a un miroir aussi que j'ai utilisé pour me maquiller, que bon, voilà. Et puis, il y a une autre vidéo qui, je pense, se retrouve ici. D'ailleurs, c'était pas forcément prévu. Mais il y a, juste avant de venir à Vancouver, une semaine avant, j'ai participé à quelque chose qui s'appelle Book TV à Genève, qui est une initiative de Géraldine Beck, qui s'occupe d'une librairie qui s'appelle Beck Books. Et elle fait ces séries qui sont assez belles de spécialistes ou d'amoureux des livres ou d'artistes qui présentent, disons, une série de livres. Elle filme uniquement leurs mains et les livres, donc la caméra est vraiment placée au-dessus d'une table qui permet d'assez bien voir les livres, et la voix des gens, des différents invités qui commentent les livres. C'est un système extrêmement simple, mais que je trouve très beau. Ah oui. Les gens qui parlent avec leurs mains? Oui, complètement. Ça, c'est intéressant. Donc, et puis tout d'un coup, en voyant l'expo là, parce que l'idée aussi est qu'on garde vraiment donc, ces coussins, le moniteur, les enceintes, ce sont les choses qui nous servent depuis que je suis arrivée pour faire ce séminaire ensemble. Donc, on a un micro, on a des livres, etc. Donc tout reste en place exactement comme on l'a utilisé jusqu'à présent pour faire cours ensemble et discuter ensemble de ce séminaire de Bjarne Melgaard, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais s'appelle Beyond Death, Viral Discontents and Contemporary Notions About AIDS. Donc peut-être au-delà, je sais pas, au-delà de la mort, insatisfaction virale et qu'est-ce que ça pourrait être? Et des notions contemporaines autour du sida. Peut-être c'est ça, le titre. Ça, c'est le séminaire que vous donnez présentement. C'est le séminaire qui est déjà que commencé. je donne présentement, qui est déjà commencé. Donc, vous avez déjà commencé à utiliser l'espace ici. Exactement. Et du coup, les livres qu'on voit dans ce Book TV recoupent évidemment énormément ce que j'utilise dans le séminaire de Bjarne Melgaard. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit aussi finalement les endroits où ce que moi j'ai utilisé précédemment avec mes étudiants ou pour développer ce travail, finalement ce sont deux bibliographies qui se rencontrent. La manière, pourquoi j'utilise le cours de Melgaard, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, qui m'intéressent et qui recoupent, disons, une partie de ce que j'ai déjà développé. Mais il y a aussi d'autres parties qui pour moi restent assez mystérieuses et que donc à travers cet enseignement je peux comprendre. Voilà. C'est intéressant, ça aussi, c'est presque de la danse. Il y a des points de rencontre, il y a des points où on s'éloigne. Ouais. Alors, dans les parallèles, mais dans aussi les oui, les et je pense que c'est aussi disons une technique assez identique finalement à quand j'essaye d'interpréter Baker ou j'essaye d'interpréter d'ailleurs d'autres artistes, parce que j'ai travaillé aussi autour de Cosi Fanny Tutti, par exemple, cette grande performeuse, Throbbing Gristle. C'est par l'imitation que j'essaye de comprendre vraiment le fond aussi d'un travail. Donc là, en l'occurrence, en reprenant un petit peu tel quel le séminaire de Melgaard, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu aborder, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et donc, il y a évidemment des endroits où ça recoupe des choses que moi-même je connais peut-être ou que j'ai essayé de faire. Et d'autres parties où c'est totalement différent, c'est pas du tout le même discours, je pense. Donc, voilà. C'est intéressant. Ça fait un peu tremplin aussi, ça peut oui. replonger,
Parce que dans l'approfondissement, on peut aller chercher d'autres couches aussi, toujours avec Stéphanie. Et c'est pour ça aussi, peut-être, les rideaux sont un exemple intéressant dans cette idée de copier pour comprendre. Là, je suis un peu comme une copiste, en quelque sorte. Je recopie des parties des livres. Et puis peut-être le fait de les copier très lentement, puisque finalement, c'est un travail qui prend un peu de temps, de peinture, très appliqué comme ça, un peu bête, permet peut-être de comprendre finalement plus que de développer des tas de méta-discours, commentaires et théories. C'est pour ça que j'aime aussi, avec les étudiants, être dans ce rapport très simple où on lit tout simplement, on s'écoute et voilà. Je ne produis pas un cours qui est un espèce de grand méta-commentaire sur les choses, mais vraiment une attention très simple aux matériaux directs en fait. Voilà.